403 millions d'euros. Une seule décision privée a fait dévier cette somme colossale d'un conflit ancien vers une facture payée par le contribuable, avant que la justice ne vienne tout remettre en cause. Tout commence par une question simple et explosive. Que vaut réellement une marque rachetée au tournant des années 1990 et qui a profité, ou non, d'un montage bancaire à tiroir, dans l'ombre, la transformation du paysage bancaire français, la faillite retentissante d'un établissement public, la création d'une bad bank pour en liquider les épaves, et le réflexe de l'État d'en finir, vite et proprement, avec les contentieux hérités. Le sujet paraît technique, mais il touche au cœur de la confiance. Peut-on accepter qu'un arbitrage privé ferme un dossier d'intérêt public, avec de l'argent public et à huis clos? Au centre, 3 protagonistes dominent. Bernard Tapie, entrepreneur devenu figure médiatique, qui estime avoir été floué dans la revente d'Adidas. Crédit Lyonnais, banque alors publique à l'époque des faits, qui a accompagné l'opération via un réseau de structures et de sociétés écrans. Et le CDR, le consortium de réalisation, entité chargée par l'État de liquider les actifs toxiques de l'ex-banque après son naufrage. Autour d'eux, l'appareil d'État et ses représentants au fil des gouvernements, des conseils d'administration, des juristes de cabinets privés, des arbitres choisis pour pacifier un dossier tentaculaire, et des magistrats qui, plus tard, rouvriront chaque couture. La chronologie éclaire le mécanisme. Au début des années 1990, Bernard Tapie reprend Adidas par le biais d'un schéma accompagné par Crédit Lyonnais. En 1992, la revente se prépare, puis s'exécute dans la tourmente, avec une galaxie de véhicules financiers liés à la banque. Tapie affirme que la banque, conseillère et financière, a acheté, pour son propre compte, via des sociétés interposées, avant de revendre plus cher, tout en le maintenant, lui, dans l'ignorance du prix et des contreparties réelles. Le conflit s'envenime, les procédures civiles se multiplient, et la liquidation de Crédit Lyonnais entraîne la reprise du litige par le CDR. Au milieu des années 2000, après des années d'instance, l'idée d'un arbitrage surgit. Un tribunal privé, composé de personnalités reconnues, tranchera définitivement le différend. En 2008, la sentence tombe. Une indemnisation globale, incluant le préjudice moral et les intérêts, est allouée à Bernard Tapie et à ses sociétés. Le chèque public s'ensuit. Puis, à partir de 2013, la plus haute juridiction française invalide la sentence arbitrale pour des motifs graves, ouvrant la voie à un renversement complet, et en 2014, une cour d'appel ordonne le remboursement des sommes perçues. À ce stade, fin 2014, la saga est juridiquement relancée et la dette supposée s'inverse. Pour comprendre comment une telle issue a été possible, il faut ouvrir la boîte des Mekakin as it was. Ismail Abrotz des Mechanics. Le schéma initial mêlait mandat de vente, ingénierie financière et rôle potentiellement dual de la banque. D'un côté, conseil du vendeur, de l'autre, organisatrice d'un rachat par des structures qui lui étaient donc liées, susceptibles de capter une plus-value ultérieure. Dans le jargon, on parle de conflit d'intérêts, de devoir de loyauté, d'informations sur le meilleur prix réalisable et de transparence sur les intervenants réels. Le litige a prospéré sur cette zone grise. Si le conseil se retrouve en même temps dans la position de l'acheteur indirect, tout l'équilibre contractuel est fragilisé. L'arbitrage, lui, a transposé ce débat technique dans une enceinte fermée, où 3 arbitres évaluent le dommage, apprécient la faute alléguée et fixent une réparation. Ce basculement du prétoire public vers une sentence privée est le nœud dramaturgique. Rapidité contre publicité, définitivité contre appel. Derrière les grands principes, l'argent circule et explique les comportements. Les bonus des banquiers de l'époque étaient souvent indexés sur les marges dégagées, la rotation d'actifs et la réussite des cessions. Pour une banque publique en difficulté, engranger des profits sur la revente d'une marque internationale permettait de compenser des dépréciations ailleurs. Pour l'entrepreneur, perdre le contrôle d'un actif iconique et découvrir, a posteriori, des reventes plus lucratives nourrissait une conviction. On l'aurait dépossédé d'une plus-value qui lui revenait. Des deux côtés, des incitations puissantes à plaider dur, à tenir des positions maximalistes et à chercher soit un jugé, soit un accord cash. L'arbitrage, en promettant une issue rapide et une clôture budgétaire,
a séduit l'appareil chargé d'assainir le passif de l'ex-banque, tandis qu'il offrait aux demandeurs la perspective d'une réparation élevée sur la base d'un raisonnement indemnitaire favorable. Les contrôles ont-ils tenu ? Sur le papier, oui. L'État et ses entités disposent de comités d'audit, d'avocats, de règles de passation et d'une doctrine de transaction lorsque l'intérêt financier public l'y pousse. Dans les faits, plusieurs garde-fous se sont révélés poreux. La décision d'opter pour un arbitrage privé dans un dossier d'intérêt public, l'étendue du mandat donné aux arbitres, la rédaction des questions soumises, la prise en compte du rôle exact de la banque dans l'opération d'origine et la valorisation du préjudice moral ont constitué autant de points de vulnérabilité. La traçabilité des délibérations arbitrales, par nature confidentielle, a privé le débat public d'éléments pour juger sur pièce. Plus tard, lorsque les juridictions ont été saisies de recours en annulation, elles ont relevé des éléments de gravité suffisante pour écarter la sentence. Preuve que la première ligne de contrôle n'avait pas été à la hauteur de l'enjeu. Vient ensuite l'étage régalien, injonction, décision civile, voie de recours. Dans la séquence antérieure à fin 2014, les tribunaux ont entrepris de revisiter la validité même de la sentence arbitrale. Un exercice rarissime, surtout lorsque l'État ou une quasi-entité publique est engagée. La Cour de cassation a ouvert la porte en cassant la sentence arbitrale pour irrégularité qualifiée, puis la Cour d'appel de renvoi a tiré la conséquence logique. Restitution des sommes perçues au titre d'une sentence réputée n'avoir jamais existé. Ces étapes, purement procédurales en apparence, ont un effet concret immédiat. Là où l'arbitrage avait voulu clore, la justice rouvre, et là où le contribuable avait payé, il devient juridiquement créancier à récupérer. À ce moment de l'histoire, le message est clair. L'exigence de probité des processus importe autant que l'issue financière. Pour les victimes et les retombées, il faut distinguer. La première victime est la confiance citoyenne. Apprendre que des centaines de millions d'argent public ont été versés sur la base d'une sentence privée alimente un sentiment d'injustice, surtout lorsque la justice ordinaire finit par invalider ladite sentence. Deuxième cercle, le marché des arbitrages. Un doute s'installe sur la légitimité de recourir à des procédures privées pour des litiges d'intérêt général, même lorsque la loi l'autorise. Troisième cercle, les institutions. L'État actionnaire, l'État payeur, l'État justiciable. Toutes ces casquettes mélangées brouillent la lisibilité démocratique. Enfin, pour les acteurs économiques, la morale est coûteuse. Les années perdues en procès, les honoraires, la réputation durablement polarisée autour d'un récit de combine versus réparation, tout cela pèse plus qu'un simple poste comptable. Que retenir très concrètement si tu es investisseur, dirigeant ou simple citoyen, confronté à des promesses d'ahadus issue rapide? D'abord, identifie les signaux faibles de conflit d'intérêts. Lorsqu'un intermédiaire peut, directement ou indirectement, devenir partie à l'opération, exige des murailles de Chine effectives, une disclosure exhaustive des véhicules impliqués et des évaluations indépendantes signées. Ensuite, sois intraitable sur la documentation de la valeur. Dans une cession complexe, verrouille les mécanismes d'ajustement de prix, les clauses de earn-out, les seuils de matérialité et les obligations d'information sur toute revente corrélée. Troisièmement, ne te laisse pas hypnotiser par la magie de l'arbitrage. C'est un outil utile, mais il n'est pas fait pour maquiller des problèmes de gouvernance. Si un litige touche l'intérêt public, la publicité des débats et la possibilité d'appel sont des garanties, pas des lourdeurs. Enfin, garde à l'esprit que la rapidité a un prix. Chaque fois que l'on troque le contrôle pour la vitesse, la facture revient plus tard, majorée. Reste la question sensible des responsabilités. D'un côté, l'entrepreneur a soutenu la thèse d'un préjudice causé par une banque profitant de sa position d'intermédiaire, ce qui, s'il était établi, justifiait une réparation. De l'autre, l'appareil public a cherché à solder un dossier coûteux devenu symbole d'un passé bancaire désastreux. Entre les deux, des arbitres reconnus ont rendu une sentence qui, à la lecture des juridictions ultérieures, n'aurait jamais dû produire ses effets. La difficulté intellectuelle est de tenir ensemble ces vérités partielles, sans céder à la tentation du récit unique. Le droit a tranché par étapes, et chaque étape a apporté sa nuance.
Il y a eu un litige réel, il y a eu une réparation jugée excessive ou irrégulière, et il y a eu, in fine, un rappel de principe sur la primauté des règles lorsque l'argent public est engagé. On peut aussi relire l'épisode comme une leçon de design institutionnel. Lorsqu'un État confie à une structure de cantonnement le soin de liquider les ruines d'une banque publique, il doit prévoir des garde-fous spécifiques pour tout recours à l'arbitrage, choix des arbitres, clause d'appel interne ou contrôle renforcé de l'ordre public, bornes claires à l'indemnisation du préjudice moral et surtout transparence ex ante sur l'exposition budgétaire maximale. La gouvernance n'est pas un détail, c'est la variable qui décide si l'on parle d'une bonne clôture ou d'un boomerang judiciaire. À la fin de 2014, c'est bien un boomerang que l'on observe. La recherche de la paix de la paix des braves a fragilisé l'État en justice. Et la promesse d'économie de temps a généré un coût politique et juridique supérieur. Le public, lui, n'a pas besoin de connaître chaque acte de procédure pour se faire une opinion. Il perçoit l'essentiel. Quand les pouvoirs publics, même de bonne foi, font le choix d'une procédure moins transparente, ils doivent exiger un niveau de rigueur supérieur à celui d'un procès classique. Sinon, l'effet de retour est implacable. Cette affaire a marqué les esprits parce qu'elle a réuni tous les ingrédients d'un mauvais précédent. Conflit d'intérêts allégué dans l'opération d'origine, arbitrage privé pour traiter un litige public, indemnisation hors norme, puis annulation spectaculaire et volte-face financière. C'est un cas d'école à enseigner dans les masters de finance, de droit économique et de politique publique. Dans ce dossier, les faits et les décisions évoquées jusqu'à la fin de 2014 reposent sur des sources judiciaires et de presse reconnues. Selon des comptes rendus détaillés, la plus haute juridiction a invalidé la sentence arbitrale en 2013 et la Cour d'appel a ordonné en 2014 la restitution des sommes perçues, renvoyant les parties devant les juridictions de fond pour reprendre l'instance. Plusieurs enquêtes de qualité ont aussi reconstitué le rôle exact des entités publiques et des conseils privés lors du passage à l'arbitrage, ce qui permet de comprendre pourquoi la séquence a dérapé là où elle prétendait refermer le dossier. Si tu suis cette chaîne pour apprendre à repérer les signaux d'alerte, retiens-en 3. Le premier, un intermédiaire rémunéré au succès ne doit pas se retrouver de l'autre côté de la table, même via des sociétés amies. Le deuxième, on ne transige pas en secret sur des enjeux d'argent public sans accepter un contrôle juridictionnel à minima équivalent. Le troisième, les procédures de saut rapide ne réparent pas une gouvernance défaillante, elles l'aggravent. Avec ces 3 réflexes, tu éviteras bien des scénarios où l'on croit gagner du temps alors qu'on sème une bombe à retardement. Si ce décryptage t'a éclairé, partage-le à quelqu'un qui s'intéresse au-dessous de la finance et abonne-toi pour d'autres enquêtes sans sensationnalisme mais sans concession.